Regardez Living Santé pour prendre soin de vous avec l'Observatoire Santé Pro BTP. La santé des femmes est souvent négligée au profit des autres membres de la famille ou réduite à des clichés. Aujourd'hui, on vous donne les clés pour mieux la comprendre et agir. Bienvenue dans Living Santé. Enchantée Frédéric. Bonjour. Ma première question, qu'est-ce que la santé des femmes ? Alors, la santé des femmes, c'est pas un concept, c'est une réalité qui est beaucoup plus large que celui de la gynécologie obstétrique. C'est un sujet très vaste qui touche les maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité des femmes, qui touche la cancérologie, qui touche aussi à l'endocrinologie avec les problèmes de thyroïde, de diabète, et puis qui touche aussi les médecins de médecine interne avec toute la problématique des maladies auto-immunes dont on parle peu, mais qui sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Et alors, est-ce qu'il y a des soucis de santé qui sont vraiment spécifiques aux femmes ? Alors ça dépend des âges. Chez les adolescentes, ça touche des sujets autour des troubles de l'apparition des règles ou problématiques de règles douloureuses. Chez les femmes qui sont un peu plus âgées, c'est tout ce qui touche autour de la reproduction. Et puis la problématique des maladies de l'utérus ou les maladies des ovaires, qu'elles soient bénignes ou que ce soit des cancers. Et puis chez les femmes ménopausées, c'est des maladies qui sont plus fréquentes pendant la ménopause, des maladies du sein, de l'utérus ou des ovaires. Il y a quelque chose qui, pour le coup, nous touche globalement toutes, c'est les règles. Alors, qu'est-ce que les règles et surtout, pourquoi est-ce qu'on les a ? En fait, c'est un phénomène physiologique, les règles, qu'on connaît depuis l'Antiquité, mais qu'on n'explique que depuis le milieu du 19e siècle. Voilà. Les règles, c'est le fait d'avoir un saignement qui vient de l'utérus, qui correspond en fait à la desquamation, c'est-à-dire à l'expulsion du tissu qui tapisse la cavité de l'utérus, qu'on appelle l'endomètre, quand il n'y a pas eu de fécondation. Et ça correspond à ce saignement qui définit un petit peu les bornes du cycle menstruel. C'est un vrai sujet. Chaque jour en France, 2,5 millions de femmes ont leurs règles. Et alors, pendant les règles, qu'est-ce qu'il est normal de ressentir et à l'inverse, qu'est-ce qu'il ne l'est pas ? Il est normal de saigner pendant 3 à 5 jours, pas trop abondamment, avoir mal au ventre, avoir une diarrhée. Inversement, il n'est pas normal d'avoir des règles très prolongées, très abondantes, irrégulières, très douloureuses, avec des douleurs extrêmement importantes, voire invalidantes. C'est le cas de l'endométriose ? C'est le cas de l'endométriose. Et on sait aujourd'hui que le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic en matière d'endométriose est de 10 ans en France. Il est de 10 ans parce qu'on a considéré qu'on disait aux femmes « non, vous avez mal pendant les règles ». Ça fait partie du jeu. C'est normal, les mères disant à leurs filles « moi j'avais mal aussi ». Alors que quand ce symptôme-là impacte la vie personnelle, il y a une lumière qui s'allume qui doit conduire à une démarche diagnostique pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces douleurs de règles. Et puis il y a un autre symptôme important qui est la problématique des femmes qui ont des règles extrêmement abondantes. Là, le sujet, il n'est pas simple parce qu'on n'a pas appris à quantifier les règles. Et il y a un score qui existe, qui est accessible sur Internet, qui s'appelle le score de IGAM, avec un H. Et ce score qui cote en fait le nombre de fois qu'on change de protection, tout simplement, et puis le degré d'imbibition des protections. Et en quelques cycles, on peut faire un diagnostic de règles anormalement abondantes. Et quand on a des règles hémorragiques, on finit par perdre plus de fer qu'on est capable d'en ingérer. Donc on se retrouve en carence en fer et donc en anémie. Donc ça va conduire à des informations de prévention, un traitement, voilà. Il y a aussi quelque chose, je pense qu'on connaît toutes en tant que femmes, c'est le SPM, le syndrome prémenstruel. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est un syndrome très fréquent qui correspond à un déséquilibre entre la sécrétion des œstrogènes et la sécrétion de la progestérone. Et tous les symptômes qu'elles peuvent ressentir correspondent à ce trop d'oestrogène. L'irritabilité, la sensation d'avoir des seins très tendus, la sensation d'être gonflé, d'avoir une rétention d'eau, et puis assez souvent accompagné de règles qui sont plus abondantes et souvent douloureuses. Et alors, est-ce que c'est normal d'avoir des maux de ventre et même des diarrhées quand on a nos règles ? Ça peut arriver, c'est même fréquent. Si ça dure 24-48 heures max, que ça n'arrive pas tout le temps, on peut considérer que c'est classique. Si en revanche, il y a des signes digestifs qui accompagnent systématiquement les règles, avec des douleurs à la défécation, avec des grands épisodes de diarrhée, ou à l'inverse, une sensation d'occlusion, de gêne
à la défécation. Là, ça vient un peu dans le cortège des symptômes qui peuvent faire évoquer l'endométriose. J'aimerais qu'on en profite pour casser un peu quelques idées reçues qu'on a souvent, et notamment la pilule, ça rend stérile. Il n'y a pas d'effet sur la fertilité des femmes lié à la pilule. Donc c'est une idée reçue qui est fausse. En parlant de stérilité, il y a quelque chose qu'on entend souvent, c'est quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est forcément parce que la femme est stérile. C'est faux, en fait. Un tiers des situations infertiles sont liées aux femmes, un tiers sont liés aux hommes, un tiers sont liés au couple, et dans 10% des cas, on ne sait pas. Il y a quelque chose aussi que j'entends moi-même souvent, c'est je ne veux pas mettre de tampon puisque j'ai peur du choc toxique. Alors, le choc toxique, ça existe, ça survient chez les femmes qui oublient un tampon, qui va se gorger de sang, qui va se gorger de toxines, et à un moment donné, il y a un relargage de ces toxines, et ça entraîne là une complication extrêmement grave qui peut mettre en péril la vie. Et parfois, pour sauver ces femmes qui présentent un choc endotoxinique, on est obligé de les amputer des membres supérieurs, des membres inférieurs. Donc le message à donner, c'est que quand une femme met un tampon, elle le fait en ayant le souci de retenir le moment où elle l'a mis et donc le moment où elle doit le retirer. Okay. Il y a autre chose qu'on entend souvent, c'est qu'il est nécessaire d'avoir ses règles. Alors si on veut avoir un enfant, oui. Si on ne veut pas avoir un enfant, non. Il n'est pas nécessaire d'avoir ses règles parce qu'il n'y a aucun bénéfice pour la santé à les avoir. Il y a aussi des fausses croyances autour de la pureté, puisque pendant très longtemps, quand on ne savait pas expliquer ce qu'étaient les règles, certains ont considéré que chez les femmes, finalement, tous les mois, il y avait une forme de nécessité de retrouver un statut de pureté qu'elles auraient perdu. D'accord. En l'espace de 28 jours, oh là là, et que c'était nécessaire en fait qu'elles se purifient régulièrement. Aujourd'hui, on sait que ça répond à rien. Le problème, c'est que dans les familles, c'est un sujet tabou. Et dans les familles où on en parle, c'est souvent des croyances qui sont distillées entre la grand-mère, la mère, etc. Les hommes ne s'en intéressent pas du tout. Le sujet des règles, c'est un sujet passionnant parce qu'en fait, c'est une porte vers plein d'autres sujets médicaux. Et puis, c'est aussi une porte en arrière sur l'histoire, les croyances, la religion, la place des femmes dans la société. Ouais. Voilà. Quel conseil tu donnerais aux femmes pour qu'elles prennent soin de leur santé, qu'importe l'âge? C'est de consulter régulièrement, c'est de déclarer les symptômes, et puis c'est de faire systématiquement, ça veut dire en l'absence de symptômes, un frottis régulièrement, avoir une palpation des seins régulière, qu'on préconise à partir de 33-34 ans, et puis une mammographie à partir de l'âge de 40 ans, ou peut-être un peu plus tôt quand il y a des antécédents familiaux importants. Ensuite, il y a quelque chose d'extrêmement simple sur le cancer du col, c'est être vacciné contre l'HPV. Malheureusement, on voit de plus en plus de femmes qui n'ont pas été vaccinées à la fin de l'adolescence, avant les premiers rapports, contre l'HPV. Elles n'ont pas été vaccinées pour deux raisons essentielles. D'abord parce qu'il y a des gens qui ont encore une réticence à la vaccination. Et puis il y a des parents qui ont une réticence à proposer ce vaccin en fin d'adolescence parce qu'ils ont peur que ce vaccin soit interprété par leurs ados comme finalement un visa pour la sexualité. D'accord. Voilà. Alors que finalement, tout l'intérêt, c'est d'être vacciné avant l'âge des premiers rapports contre un virus dont on sait que c'est le principal agent qui va induire les lésions du col qui vont conduire au cancer du col. Après, il y a encore un autre point de vue sur le plan de la prévention, c'est de comprendre que la santé de la femme, c'est pas uniquement de la gynécologie. Donc en réalité, le conseil que j'aurais à une femme de 45 ans, c'est d'élargir le spectre de son dépistage, c'est d'avoir accès à un cardiologue, d'être interrogé, examiné, exploré du point de vue cardiovasculaire. Le cœur de la femme, c'est un vrai sujet. Après, il y a un certain nombre de conseils qui touchent autour de l'alimentation, qui touchent autour de la pratique sportive. Pratique sportive, évidemment, on le rappelle, qui est très bénéfique. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Frédéric pour toutes tes réponses. Vous l'aurez compris à la maison, les règles, les changements hormonaux, l'endométriose sont des réalités qui impactent le quotidien de millions de femmes et de facto celui des hommes. Nous avons évidemment tous un rôle à jouer pour améliorer la situation. Vous avez pris soin de votre santé avec l'Observatoire Santé Pro BTP en regardant Living Santé.